Eric Khoo est un cinéaste et écrivain singapourien. Il est l'un des piliers du cinéma singapourien contemporain et l'une des figures fédératrices des cinémas de l'Asie du Sud-Est. Avoir une identité, ce n'est pas avoir une souche unique. Qu'avoir une identité, ça peut être avoir plusieurs racines. Avoir ce que Deleuze-Guattari appelait un rhizome, n'est-ce pas? C'est-à-dire des racines qui poussent à la rencontre d'autres racines sans les tuer. Et en se renforçant dans la fréquentation de ces autres racines. Et par conséquent, il est possible de concevoir, n'est-ce pas, aujourd'hui, que l'identité, ce n'est pas un isolement, ni un renfermement, ni que l'identité, ça peut être un partage. Il est possible. Et quand je dis que le monde entier se créolise, parce que c'est cela, ce partage, c'est une créolisation. Ça ne veut pas dire qu'il devient créole, n'est-ce pas? Ça veut dire que il entre dans une période de complexité et d'entrelacement tel que il nous est difficile de le prévoir. Le monde est inextricable, mais il y faut de l'intuition et il y faut un changement de l'imaginaire. Et c'est ce changement de l'imaginaire, tant qu'on n'aura pas fait cela, tant qu'on n'aura pas accédé à ce changement de l'imaginaire, nous continuerons à nous tuer entre nous. Donc, le poète est celui qui se bat pour ce changement de l'imaginaire. Et aussi, il peut se battre pour des causes concrètes et réelles. Questions in our minds here has been that about the future of China and its relationship to Southeast Asia. Some people are saying that China is now so divided politically that there is no great danger for Southeast Asia in the future. Speaking as a Chinese who understands China, can you make an estimate or a guess as to the future of China? Do you think in the near future it will become again a unified country, a strongly unified country that might represent some kind of a danger to Southeast Asia? First of all, I can't speak as a Chinese because I'm a Singaporean. I'm of Chinese ethnic stock, and I think this is crucial. I mean, if you ask me to speak as a Chinese... As an ethnic Chinese. Yeah, well, you know, the Chinese People's Republic in Peking will be... I think quite rightfully indignant, and so will the other aspirant in Taipei. But speaking as a Singaporean, with some of the built-in memory programming of the Chinese people, I would say that if you believe that the Chinese people will just splinter up into so many warlord communist committees, each governing a province or even part of a province, then you will make one of the gravest mistakes about Asia. I think I've traveled around the world often, and you know, people don't know that I come from Singapore, and they treat me as a Chinese or as a Chinaman in the old days, as they used to call them. And they used to say, Chiang Kai-shek, you know, in the middle 40s, and nowadays, of course, Mao Zedong. I'd say that they are determined as a people to unify and build a modern, powerful, wealthy Chinese nation. And I say good luck to them. And I think the moment they get prosperous, good luck to me, because I'll be much safer. If, as you said, the treaty, the CETO treaty were strengthened to be more like NATO, with the same guarantees that NATO provides, would your country adhere to such a treaty? I think eventually what we must try and create in South and Southeast Asia is a community that is economically and socially conscious of what is to be gained by gearing into each other, yeasting up the economy, and once that happens, I think the security aspect, the security, mutual security interest should lead us to a NATO-type situation, perhaps,
with a minimum of underpinning from outside. And if we can have a multilateral underpinning, you know, America, Russia, and most important, China too, saying, yes, there shall be no aggression in South and Southeast Asia, and boundaries shall not be changed by force. I think we got a peaceful world, much more peaceful world. I must interrupt you there. Our time is up. Thank you, Mr. Prime Minister, for being with us today on Meet the Press. Le cinéma d'Eric Koo est indissociable de Singapour à plusieurs niveaux. La cité-État, qui a obtenu son indépendance de la Malaisie en 1965, après le départ de l'Empire britannique à la fin des années 50, a connu des changements drastiques et rapides à partir des années 80. Lee Kuan Yew, qui dirigeait l'archipel de 1959 à 1990, entama une transformation socio-économique similaire à celle qu'entreprend Deng Xiaoping en Chine. D'une gestion coloniale de la société à une économie de marché libérale sous le contrôle de l'État, la mutation de Singapour ne s'est pas faite sans violence sociale. C'est donc dans le creux de la vague de cette nouvelle vision de la société que se construit le cinéma d'Eric Koo. Il pose son regard sur les laissés-pour-compte de nouveaux rêves libéraux. L'autre grande particularité de Singapour, qui se retranscrit dans les œuvres de Koo, c'est le multiculturalisme. Ou si l'on tentait de s'inspirer du concept de philosophe martiniquais Édouard Glissant, l'identité rhizome. Dans la lignée des travaux de Deleuze, l'identité rhizome désigne les racines multiples qui définissent la culture métisse et singulière qui est apparue dans les Caraïbes et les anciennes colonies, la créolisation. On pourrait donc voir Singapour de cette manière, dans la mesure où les différentes colonisations de l'île ont apporté des populations originaires de plusieurs pays d'Asie. Les origines des habitants de Singapour suivent donc la logique de l'identité rhizome. Il y a des populations chinoises, malaisiennes, indiennes, puis une immigration économique venue des Philippines ou de l'Indonésie, sans oublier les Britanniques. On y parle mandarin, cantonais, anglais, tamoul, malais et beaucoup de langues régionales qui mettent en évidence la densité du maillage ethnique au cœur de Singapour. Cette identité particulière est donc intrinsèque au cinéma d'Eric Koo, à travers ses œuvres de manière diégétique, mais surtout à travers ses choix de production. Ainsi, le cinéaste devient la matrice de ces croisements, de ces échanges, de ces liens. Bref, il devient le créateur de Singapour comme un carrefour d'images. Dans Mi Pok Man, son premier long métrage, le cinéaste nous plonge dans le quotidien délétère des classes populaires de Singapour. On suit les parcours des trois corps qui se croisent durant la nuit, pour le meilleur et surtout pour le pire. Johnny, un vendeur de mi-pok un peu benet, Bunny, une prostituée dans le QG et le restaurant de nouilles, et le frère de cette dernière, qui semble être une sorte d'ikikomori. L'œuvre est une chronique sociale, qui révèle la monstruosité qui naît de la frustration des marginaux de l'entre-deux-mondes. Ceux qui n'ont pas encore épousé l'idéal matérialiste, mais qui n'ont pas de place dans les structures postcoloniales, ou du moins occupent les places les moins favorables dans la société. Les errances de Johnny dans la ville nous dévoilent autant les ruines des anciennes maisons coloniales anglaises que les chantiers des nouveaux buildings du Singapour futurisent aujourd'hui. Eric Koo utilise des plans larges, qui ancrent bien le corps de Johnny dans les espaces qu'il traverse pour nous faire comprendre la mutation de la société en cours. Et il semble que cette errance presque fantomatique soit la seule manière pour lui d'exister. Il traverse la vie comme il traverse les plans, vide, triste et frustré. Cette frustration est le liant de tous les corps dans Mi Pok Man. Le frère de Bunny passe son temps à écouter de la musique punk ou revendicatrice occidentale, tout en restant enfermé dans sa chambre à espionner sa sœur. Elle se prostitue car elle est frustrée de ne pas pouvoir vivre comme elle le voudrait, de ne pas pouvoir partir de cet espace dont elle est prisonnière par sa situation économique, mais aussi par son existence en tant que femme, comme nous le montrent les rapports qu'elle entretient avec son petit ami, un photographe anglais qui se sert d'elle pour faire des photos érotiques. Quant à Johnny, sa condition sociale et son caractère naïf le condamnent à ne vivre que par le silence, donc le renoncement de toute participation au jeu social. Il ne s'exprime qu'à travers son obsession maladive pour Bunny. Mais c'est bien sûr au niveau physique que la frustration mène les corps à la violence, car c'est la répression de son désir sexuel qui mène Johnny à devenir une sorte de monstre qui ne vit que par procuration.
jusqu'à coucher avec le cadavre de cette dernière. Car ce que montre le dispositif de coup, ce n'est pas une simple chronique sociale incisive, c'est une descente dans l'enfer social qui mène au dernier acte nécrophile, et nous apparaît au final comme l'analyse d'une société à travers un fait divers qui en est un symptôme plus que pertinent. Eric Koo, avec Mi Pokman, adapte une œuvre de Damien Sin, qui est un écrivain singapourien connu pour ses nouvelles d'horreur. Koo investit donc l'horreur, car c'est le genre le plus apte à exprimer par des moyens purement cinématographiques une critique sociale abrasive et sans concession. La nécrophilie de Johnny lui permet étrangement d'accéder à la nouvelle vie libérale de la cité-État. Le montage alterné entre les élucubrations du jeune homme avec le cadavre et les images de ce même homme avec un costume devant les buildings neufs du centre-ville nous fait ressentir la puissance du cinéma d'Eric Koo dès son premier long-métrage. Comme si cette nouvelle organisation économique, dont le Mi Pokman est la personnification et qui débutait à Singapour dans les années 90, se nourrit tel un vampire de la vitalité, des espoirs de Bunny, une jeune femme isolée. L'autre œuvre qui met en lumière une existence précaire à Singapour est My Magic en 2008. Eric Koo, qui n'est pas un cinéaste de la subtilité, nous plonge dans la communauté indienne de l'île. Il se sert de l'héritage culturel indien pour exprimer la violence sociale que subissent un père et son fils. Le père est un fakir, ce qui signifie un pauvre dans les langues indiennes, que ce soit en hindi ou en ourdou. À l'extérieur des cultures propres à l'Inde, le fakir désigne de manière exotique une sorte de saltimbanque qui est capable d'accomplir des actes extraordinaires et surtout un homme qui ne peut pas ressentir la douleur. C'est donc en jouant sur la dualité du fakir comme exotisme pour les étrangers et comme particularisme indien que My Magic nous donne à voir le fonctionnement de l'imaginaire singapourien. Entre la continuité spécifique des différentes cultures et leur versant exotique pour un autre qui pourtant partage le même espace. Eric Koo s'applique à nous montrer le quotidien des Indiens de Singapour à travers les images de la vie du garçon et comment finalement il n'est pas si différent de celui des descendants chinois ou malaisiens de ses films précédents. Car ce qui unit ou divise les habitants de Singapour aux origines différentes, c'est l'impératif économique au cœur du quotidien de l'archipel. Un petit garçon indien pauvre à Singapour n'a pas un quotidien si différent d'un petit garçon chinois pauvre. Ils vont dans les mêmes écoles et sont confrontés à la même violence. Car ce que les images du père nous dévoilent, c'est que le poids économique qui conditionne la vie des habitants de Singapour s'exprime toujours sur les corps de manière viscérale, comme dans Mi Pokman. Ainsi, il est obligé d'utiliser ses capacités de fakir, donc de littéralement s'automutiler pour gagner de l'argent. La mise en scène d'Eric Koo, presque naturaliste, est très âpre, nous donne à voir le quotidien de cette famille pour ce qu'il est, une souffrance. La photographie de My Magic joue avec les contrastes, tout en liant les images par des couleurs ternes. Le dolorisme du film accompagne sa structure mélodramatique, jusqu'à une ultime scène où la violence de l'aliénation économique se transforme en onirisme apaisant, comme un dernier refuge de l'esprit devant l'absurdité et la cruauté de la situation. Le cinéma de Koo nous offre des images de Singapour à travers une captation des différentes voix, que ce soit les Indiens ou les Chinois. Cette diversité réelle se traduit également par une recherche formelle de la part du cinéaste, et donc une diversité esthétique. C'est le cas dès son deuxième long métrage, 12 Stories en 1997. L'œuvre est connectée à Mi Pokman, car elle se déroule aux alentours des mêmes endroits, et on y croise les mêmes figures. Ce lieu, où se pose régulièrement la caméra d'Eric Koo, ce sont le quartier des logements sociaux. Les œuvres du cinéaste singapourien se situent en majorité ici, et plus particulièrement dans les appartements, dans les cas de 12 Stories. L'une des grandes mesures du développement économique de Singapour, c'est son développement très rapide et massif des logements sociaux, qui servent les intérêts de la dynamique libérale du pays, mais permettent également le brassage culturel. C'est ce dont il est question dans 12 Stories. Après le suicide d'un des jeunes locataires en sautant du 12e étage, le fantôme de ce dernier erre dans les différents appartements du bâtiment. Cela permet à Eric Koo de développer un dispositif scénique et narratif où il met en scène des histoires différentes selon les appartements, à travers une succession de scénettes et de situations. Chaque famille est confrontée à l'un des problèmes de la modernité singapourienne. Il y a une fratrie de jeunes Singapouriens
dont le grand frère totalement conditionné par le système n'a de cesse de faire la morale à sa sœur et son petit frère, ce qui souligne un fossé des générations entre l'idéal rigoureux de Singapour et la vie moderne prosaïque, entre fêtes, procrastination et spleen. Une autre famille est un couple de Chinois, dont la femme vient d'une région pauvre de la Chine et se dispute constamment avec son mari, qui lui avait promis que Singapour serait leur Eldorado consumériste. Puis aussi une jeune femme mal dans sa peau, qui vit avec sa mère et qui passe son temps à la critiquer, jusqu'à provoquer en elle des envies suicidaires, car sa vie ne correspond pas au modèle de réussite que représente sa cousine. Et également, les souvenirs du jeune homme suicidé, qui se mélangent aux images du quotidien des locataires. Eric Koo utilise les gros plans lors des interactions au sein des différents appartements, alors que dans Mipok Man, le cinéaste exprimait la frustration des personnages à travers des plans composés. Les gros plans de 12 Stories nous étouffent à l'image de la dynamique des relations qu'ils expriment, mais permettent aussi aux spectateurs de pénétrer la subjectivité des corps en présence. Koo ne décide pas qui a tort ou qui a raison, il laisse au spectateur le soin de sentir et de penser la valeur des arguments de chacun à l'aune d'une démonstration par l'absurde. Les visages nous autorisent à ressentir l'émotion qui est en jeu dans chaque altercation, car ils nous appellent au-delà de nos propres positions. Comme le dit le philosophe Emmanuel Lévinas dans Altérité et Transcendance, « Que dit le visage quand je l'aborde ? Ce visage exposé à mon regard est désarmé. Quelle que soit la contenance qu'il se donne, que ce visage appartienne à un personnage important, étiqueté ou en apparence plus simple, ce visage est le même, exposé dans sa nudité. Sous la contenance qu'il se donne, perce toute sa faiblesse, et en même temps surgit sa mortalité. À tel point que je peux vouloir le liquider complètement, pourquoi pas ? Cependant, c'est là que réside toute l'ambiguïté du visage et de la relation à l'autre. Ce visage de l'autre, sans recours, sans sécurité, exposé à mon regard dans sa faiblesse et sa mortalité, est aussi celui qui m'ordonne « tu ne tueras point ». Ce qui distingue donc le visage, dans son statut de tout objet connu, tient à son caractère contradictoire. Il est toute faiblesse et toute autorité. C'est dans ce paradoxe du visage que décrit le philosophe que se jouent 12 Stories. Les corps ne peuvent s'arrêter de désirer, et comme dans Mipok Man, poussent les habitants du bâtiment à différents degrés de frustration, que le cinéaste met en scène comme des bombes à retardement, dans le sens où la plupart des échanges dialogués sont des confrontations. À travers les images et les dialogues de 12 Stories, nous vivons de manière intime les jeux de domination qui conditionnent le quotidien de Singapour. Entre le grand frère qui rêve de posséder sa sœur, et la jeune femme dont le désir envers autre chose que la nourriture semble inexistant, Eric Koo montre de manière assez virulente les différentes formes d'aliénation qui rongent les classes les plus faibles de la cité-État. Comme dans My Magic, la vie des protagonistes semble n'être que mal-être en l'attente d'un idéal bourgeois, entre la souffrance et l'ennui. Néanmoins, le cinéaste qui est incisif dans sa captation d'un certain quotidien ne se complaît pas dans le cynisme. La culture comme identité rhizome de Singapour et l'expérimentation formelle qui en découle se traduisent également dans le cinéma de Koo comme la cohabitation d'images hétérogènes. Alors que 12 Stories et Mipok Man dans la structure de film choral, le cinéaste va poursuivre cette idée à travers des projets plus divers et donc construire un cinéma multilatéral. 12 Stories est l'impulsion qui va faire plonger le cinéma de Koo dans cette idée d'un cinéma singapourien qui donnerait des images de toutes les voies de Singapour. Et il met en pratique cette vision en donnant à voir les histoires d'une femme aveugle. Dans Be With Me, en 2005, Eric Koo adapte des nouvelles de Chan Pon-lin, qui est connue sous le nom de Teresa Chan. Teresa Chan est une écrivaine et personnalité connue de Singapour grâce à sa vie extraordinaire. Elle devient sourde et aveugle durant son adolescence, mais parvient quand même à apprendre l'anglais et à voyager à travers le monde avant de devenir écrivaine et professeure. La vie de Teresa Chan transparaît dans son œuvre et est l'un des symboles de l'archipel. Eric Koo célèbre cette écrivaine à travers une adaptation de 3 histoires d'amour, dont l'une permet à Teresa Chan de se livrer sur ses peurs
ses désirs et sa vie dans un geste introspectif. La condition de Teresa Chan entraîne un dispositif où le cinéaste utilise les sous-titres sans parole pour nous permettre d'accéder aux pensées de Teresa Chan. Le spectateur qui lui peut voir ne peut comprendre Teresa Chan qu'en utilisant ce qu'elle a perdu, la vue. Eric Koo, par cette simple idée, nous pousse à sentir l'impermanence du monde à un niveau intime et viscéral, comme c'est le cas dans les autres histoires d'amour de Be With Me. L'autre grande idée est la quasi-absence de dialogue, ce qui rend la communication et donc les relations amoureuses beaucoup plus fragiles, précieuses et mélancoliques. On s'exprime surtout par écrit dans Be With Me, ou par le toucher, à l'instar du rapport au monde de Teresa Chan. On peut même voir les fantômes, car si les liens qui unissent et séparent les individus deviennent beaucoup plus tangibles en l'absence de communication, les liens qui séparent les vivants et les morts également. これから私たちどこに行くんだろう。そうだね。行けるとこまで行くさ。最後まで一緒だよ。L'amour devient des images, des gestes et des mots. La gravité amoureuse dirige les corps jusqu'à leur destruction ou leur union. C'est dans ce geste d'amour qu'Eric Koo peut lier les images, qui semblent hétérogènes ou paradoxales. C'est dans ce geste que le cinéaste célèbre l'identité particulière de Singapour comme une union malgré tout. Singapour était un bâtiment dans 12 Stories. Singapour est une chambre dans In the Room en 2015. Le cinéaste célèbre son pays à travers une œuvre qui montre comment l'île ne représente pas la même chose selon les périodes et selon les populations. Comme dans Be With Me, l'amour et le désir sont les choses communes à toutes les époques et toutes les nationalités. La diversité des corps et des problématiques nous donne à voir Singapour comme un espace mental où chacun y projetterait ses désirs. Il y a la séparation des deux amants gays, les confidences et les doutes d'un couple thaïlandais, alors que l'un des amants est sur le point de faire de la chirurgie pour sa transition, une situation de passion et d'adultère avec une jeune femme japonaise en voyage qui devient une réflexion sur la sexualité futuriste, la découverte de l'orgasme par une jeune femme coréenne et la formation de jeunes prostituées chinoises durant la colonisation et la fête d'un groupe rock. Eric Koo utilise encore une fois son dispositif pour montrer ce que l'on ne voit pas beaucoup, peu, ou ce dont on ne parle pas. Mais s'il est aussi incisif que d'habitude, In the Room est teinté de mélancolie. Comme dans Be With Me, la passion est synonyme de tragédie, mais le montage, qui nous fait prendre conscience du temps et des époques, joue contre le pessimisme de ses premières œuvres. En concentrant les enjeux dans une pièce, le cinéaste opère une sorte d'alchimie relativiste qui critique autant que célèbre la sexualité, car l'œuvre s'applique à montrer que le sexe et sa vision fantasmée ne sont pas des garanties de bonheur, bien au contraire. L'union des esprits à travers l'union des corps, donc l'amour, selon le cinéaste, est une sexualité émancipatrice. Même l'amour contrarié est plus puissant que l'assouvissement machinal du désir, comme nous l'expose le segment futuriste sur la femme japonaise prisonnière de sa passion. Ou bien même la découverte, la confiance et l'exploration de soi est bien plus puissante que le sexe comme un service dans le plaisir pour être industrialisé avec le jeune couple coréen. Ainsi, Eric Koo nous donne sa vision de ce que devrait être Singapour, de ce que devrait permettre la chambre 27. À travers cette union des formes, Eric Koo dévoile également les origines diverses à l'œuvre dans son cinéma. In the Room, dans la direction artistique des différentes époques et les changements de mise en scène, rend hommage au cinéma hongkongais, japonais et coréen, mais surtout au manga Gekiga, dont l'auteur revendique l'influence majeure sur son œuvre. En 2011, il rend hommage au mangaka et pionnier du Gekiga, Tatsumi Yoshihiro, avec Tatsumi. Le cinéaste, qui assume les origines diverses de son cinéma, va cette fois faire un film d'animation. Il va utiliser la forme de Tatsumi pour célébrer son œuvre. Tatsumi est une adaptation de La vie dans les marges, un manga autobiographique de l'auteur sur lui-même. En adaptant l'œuvre qui cristallise la vie et l'essence du genre Gekiga, Eric Koo nous dévoile l'influence du mangaka sur son propre cinéma. Tatsumi, qui a eu une vie complexe de la guerre à la précarité, voulait que le manga puisse se saisir de la tragédie du réel, que le manga puisse utiliser la puissance et la liberté de ses formes pour exprimer les angoisses et les drames du quotidien. De cette volonté de gravité et de maturité, dans le manga est né le Gekiga, mais également le cinéma de Koo, dont le caractère tragique et violent est hérité du genre.
Le cinéaste rend hommage à ses influences nippones dans 12 Stories, avec un t-shirt d'Astro, et fait des clins d'œil ici et là à l'autre archipel qui façonne son œuvre. Tatsumi autorise Ku à épouser les élans lyriques propres au genre qu'il adapte et fait ressurgir la mélancolie latente de son cinéma. C'est un geste d'amour et d'admiration qui permettent au cinéaste singapourien de créer la plus grande œuvre de sa filmographie. Mais cette volonté d'union et d'influence ne s'arrête pas à Tatsumi. Dans son mouvement multilatéral, Eric Koo entreprend différents projets qui mettent en évidence l'identité rhizome de Singapour, et a fortiori du sien. Il y a d'abord la boîte de production Zawe Films, dont Eric Koo est le créateur, et qui a permis de développer le cinéma de la cité-État. Mais il y a aussi des collaborations artistiques, comme l'œuvre omnibus Seven Letters, où des cinéastes singapouriens de différentes générations et origines mettent chacun en scène un segment qui célèbre Singapour. Le segment d'Eric Koo, qui s'appelle Cinéma, est une déclaration d'amour au pouvoir du cinéma comme rêve commun des habitants de Singapour. À travers la projection d'un ancien film dans une maison de retraite, l'un des pensionnaires se rappelle qu'il a contribué au tournage et retrouve tous les anciens membres de son équipe pour retourner une scène de chant des décennies plus tard. Ce qui frappe, c'est la confiance aveugle et le dévouement qu'a Eric Koo pour son art, comme l'un des fondements de Singapour. Cette volonté d'unir à travers les images emmène le cinéaste à travers des voies hors de Singapour. En 2018, il entreprend le projet Folklore, une série d'anthologies fantastiques sur les légendes et les créatures d'Asie du Sud-Est, en collaboration avec HBO Asia. Cette série réunit Pene Kranatorwang, Joko Anwar, Saito Takumi, Oh Yuang, Lee Sang-woo et Koo lui-même. L'idéal singapourien, selon Eric Koo, est désormais un idéal asiatique. La communion, effective, qui a lieu sur l'archipel, peut devenir une communion internationale à travers des éléments communs aux différentes cultures. Et c'est le cas dans Folklore, qui met en scène des fantômes et des esprits vengeurs qui semblent communs malgré leur contexte particulier. Dans l'épisode d'Eric Koo, Nobody, le cinéaste invite Joko Anwar pour jouer l'un des violeurs, qui est à l'origine du Pontianak, un fantôme carnivore qui apparaît à la mort d'une femme et qui est commun à la culture malaisienne, donc à Koo, et à la culture indonésienne, donc à Joko Anwar. Mais ce qui révèle le plus l'entreprise d'Eric Koo dans Folklore, c'est qu'à travers les différents épisodes, on peut prendre conscience de la différence fondamentale de traitement de la figure du fantôme dans les différentes cultures d'Asie et dans le cinéma occidental. Le fantôme dans Folklore n'est pas un événement surnaturel, c'est une part de la nature avec laquelle il faut composer au quotidien, car les enjeux dramatiques dans la série sont surtout sociaux. Il n'y a pas de rédemption possible lorsqu'on réveille un fantôme, ou une créature de toute façon, on est condamné. Le cœur des œuvres se trouve donc dans ce que l'apparition de l'entité permet de dévoiler, les injustices et les problèmes de société. D'ailleurs, il y a des fantômes dans la majorité des œuvres d'Eric Koo, et aucun ne fait part d'un traitement particulier qui nous inviterait à croire que ces œuvres flirtent avec le fantastique, car elles ne le font pas. Le fantôme dans le cinéma de Koo, c'est la vie comme simple présence. Mais la communion est toujours possible, et sa mise en scène chez Koo nous informe sur ses pratiques et cet imaginaire qui lie les habitants de Singapour, mais aussi les cultures d'Asie du Sud-Est, comme des variations de racines communes. Et la pratique, qui selon le cinéaste contient tous ces éléments, c'est la cuisine. Dans tous ses longs métrages, il donne plus place particulière à la nourriture et à la cuisine. Dans My Magic, le père et son fils expriment leur amour à travers le repas. Dans Be With Me, c'est la nourriture qui sert à exprimer l'amour du grand-père à Teresa Chan. Et même dans son segment de Folklore, les travailleurs immigrés qui ne parlent pas la même langue deviennent amis durant les repas. Les deux dernières œuvres en date d'Eric Koo sont sur la cuisine. Singapour, par son identité multiple, est justement connu et reconnu dans l'Asie pour la particularité de sa cuisine qui popularise les plats régionaux et le mélange des saveurs,
comme le cinéma d'Éric Coux. Et s'il y a bien un élément qui unit et témoigne du métissage, c'est bien sûr la cuisine qui s'adapte à chaque région et évolue au rythme du mélange des cultures. Aussi bien comme plaisir abordable des classes les plus précaires que comme satisfaction personnelle ou héritage culturel, la cuisine joue un rôle majeur dans le cinéma d'Éric Coux, comme si le cinéaste faisait des images comme on ferait de la cuisine. Dans Ramen Shop, la cuisine est le lien qui unit une famille entre Singapour et le Japon. Elle est le symbole de l'identité de chacun des protagonistes et nous informe de sa relation avec les autres. Puis, dans sa dimension plus métaphysique, elle porte les émotions et les souvenirs en fonction des plats et des saveurs. Elle est l'un des marqueurs matériels des événements de l'histoire, aussi bien des deux pays que celle plus intime de la famille de Masato, le protagoniste principal. Le cinéaste semble abandonner toute ambition scénique pour construire une œuvre âpre qui témoigne surtout de son intérêt croissant pour la cuisine au détriment du cinéma. Il a d'ailleurs réalisé dernièrement un programme pour HBO Asia sur la cuisine dans l'archipel. Ainsi, Singapour devient dans les yeux d'Éric Coux ce repas que chacun alimente avec ses propres saveurs. Et il ne serait qu'un amoureux de tous les plats que lui propose son pays, malgré la difficulté réelle de pouvoir s'attabler et de les partager tous. Son cinéma est donc cette possibilité pour tous d'inviter à explorer les différentes saveurs de nos réalités et nous montrer qu'il pourrait exister comme un grand moment d'échange, une union émancipatrice. Dengan cakar dan taringku, tangisku terseduh, menanggungkan rindu padamu.